Attrape cette ferraille cosmique. Partie 1. Des ailes sous la pluie. La pluie jouait au xylophone sur la lucarne quand Ellie ouvrit les yeux. Le plafond mansardé dessinait un trapèze au-dessus de lui. Dans l'angle, un télescope piqué de petites taches de rouille attendait une nuit claire comme un oiseau qui se serait trompé de saison. Il resta un moment immobile à écouter le tambourinement, la respiration de la maison, puis un autre rythme, plus régulier, monta de la cuisine. La pâte qu'on pétrit retombait avec un soupir. La cannelle s'était déjà glissée jusque dans sa couette. Ce parfum-là rendait le lundi moins pointu. Il se débarrassa de la couverture, enfila ses chaussettes à planète, cadeau de Lucie, pour la chance cosmique, et se faufila dans le couloir. Sous la mansarde, sa petite sœur remua. Au mur du palier, la photocarte postale de la maison héritée au 17, passage Iverson, semblait le suivre du regard. On vivait rue du Genévrier, on travaillait là-bas. Une règle tacite, née des premiers mois avec le pli. On ne dormait pas dans une maison capable de s'ouvrir sur d'autres morceaux de temps sans prévenir. En bas, Claire Dubois, leur mère, pétrissait la pâte sur la grande table de chêne, manches retroussées, un crayon planté dans le chignon. Elle ne leva pas la tête quand Ellie entra, mais dit, comme si elle répondait à une autre phrase. « Passe-moi la farine, s'il te plaît. » C'était leur manière, commencer la journée par un geste partagé, aussi simple qu'un nuage blanc qui retombe dans un saladier. 3 coups polis et pressés frappèrent à la porte, ceux de Sophie Marchand sans le moindre doute. Ellie déverrouilla. La pluie entra avec elle, accrochée à son ciré bleu nuit et à ses boucles déjà gonflées par l'humidité. Un tube d'affiches dépassait de son sac, des carnets gonflés par la météo d'octobre. Il y avait, coincé dans la poche, un prospectus malmené par la bruine. Sophie posa le papier sur la table. On y lisait en caractères trop enthousiastes, concours jeunes pionniers, inventer les solutions des missions de demain. En dessous, 3 dessins. Une serre flottante, un bouclier de cristal, une nuée de boulons tournant autour d'une petite terre. Sophie appuya l'index sur les débris, et l'ongle blanchit. 8 semaines, des mentors, et une chance de voir le projet construit. Regarde la 3e catégorie. Vespé, la minette écaille, choisit cet instant pour atterrir silencieusement sur la table et pousser du bout de la pâte un papier d'aluminium vers le bord. Au dernier moment, elle le rattrapa, le plia maladroitement et le glissa dans sa poche. Ellie reconnut le geste, pliage d'un souvenir qu'on ne sait pas nommer. Claire ne s'était pas arrêtée de pétrir. Elle regardait la pâte, et l'on aurait juré qu'elle observait la mer. « Si vous vous y engagez, dit-elle, vous vous y engagez vraiment. Pas d'improvisation du dimanche soir. Pas de mensonge sur la manière dont naissent les idées. » Ellie et Sophie échangèrent un signe. Ils connaissaient la règle depuis la première fois que la maison avait murmuré. Lucie dévala l'escalier intérieur, chaussons étoilés dépareillés, une pince à paillettes dans les cheveux. « Il y a de la cannelle. »« Il y a de la cannelle, » répondit Claire. « Et peut-être un secret, si vous attrapez d'abord vos devoirs. » Lucie fit mine de ranger son cahier dans son sac, ce qui consistait à le poser dessus avec une gravité exagérée. Soudain, l'horloge en laiton s'arrêta sur 7h18. La lumière tira vers un ambre plus dense, la maison prit un ton de voix unique, qui laissait le cœur battre plus vite sans qu'on sache pourquoi. Vespé leva la queue, la fit vibrer comme un métronome affolé. Ellie sentit le pli, cette manière subtile qu'avait le passage Iverson de se froisser et d'ouvrir une couture entre 2 temps. Claire posa le minuteur de cuisine dans la paume de son fils, 30 minutes. On marque l'entrée, on marque la sortie. Les chronomètres ne doivent rien à la poésie. Puis elle appela, « Lucie, enfile ton ciré. Madame Vachon arrive dans 10 minutes. » Le tramway les déposa non loin du passage Iverson. La maison héritée se tassait entre 2 façades étroites. Briques humides, lucarnes prêtes à cligner. À l'intérieur, le couloir aux vitraux buvait le bruit de la rue. La moitié des meubles venait des brocantes, l'autre moitié des caves du voisinage. L'ensemble ressemblait à une personne qui aurait trop d'histoires à raconter. Ce matin-là, Vespé guida le groupe jusqu'au palier, oreille en avant. La porte du vieux bureau était tiède au toucher, on y entra comme on entre dans une pièce qui respire. L'air avait une odeur de sel et de poussière sèche. Des cartons estampillés 1954 côtoyaient une machine à écrire, un globe où l'Afrique gardait les couleurs trop vives des atlas d'école, et, surtout, une affiche presque murale d'un chalutier déployant ses filets. Sur le ciel, une main enfantine avait dessiné une fusée et écrit au feutre « Attrape cette ferraille cosmique ». Elia S. Approacha. Les lettres un peu tremblées prenaient la lumière comme si elles n'avaient jamais cessé de sécher. Sophie, elle, penchait sur les ailes du filet. Dans l'eau, la traînée maintient les filets ouverts, murmura-t-elle. Dans l'espace, il faut autre chose. Une structure rigide,
mais légère. Des voiles tendues. Peut-être un cerceau qui se déploie comme un ressort. Élie griffonna, maille plus aimant plus soleil. Les idées venaient par grappes. Il essaya d'en attraper le plus possible avant qu'elles n'échappent au filet de sa mémoire. Ils travaillèrent ainsi, debout autour d'un bureau sans chaise, à l'écoute d'un temps qui n'était pas tout à fait le leur. Sophie esquissa un cube de la taille d'une boîte à chaussures, panneau solaire repliable, cerceau à mémoire de forme qui se dilaterait en un grand anneau, maille ultra fine parcourue par des aimants. Un petit module de rentrée atmosphérique pour ramener l'échantillon en sécurité. Élie traduisait les dessins en chiffres, surface, énergie, delta V, tout ce qu'on devine d'un futur avant de pouvoir le mesurer vraiment. La pièce encourageait ou corrigeait d'un frisson de lumière. Le minuteur vibra dans la main d'Élie, petit insecte nerveux. Ils rangèrent, prirent 3 photos, s'inclinèrent un peu, un réflexe, on remercie les pièces qui aident. En sortant, le bureau redevint terne, comme si la fiche avait bâillé. De retour à la cuisine du rez-de-chaussée, Claire venait de tirer une plaque de brioche. La cannelle fit une vague. Alors, Sophie posa son carnet ouvert. Un filet pour l'orbite. Des voiles solaires en réserve d'énergie. Des aimants légers pour piéger les fragments. Et le nom est déjà écrit. Elle désigna la page où elle avait reproduit la phrase de la fiche, en plus serré, en plus futur. Claire hocha la tête, d'accord. On fait une place sur la table, pas sur la table basse. Ce qui, dans sa bouche, signifiait « on essaie pour de vrai ». L'après-midi, la rue du Genévrier reprit son rôle de laboratoire. Élie découpa des cercles dans des boîtes de céréales. Sophie tendit dessus du papier de soie puis une maille de fil fin, et Vespé, attirée par le scotch, s'installa au milieu des plans comme une inspectrice féline. On sélectionna des aimants dans le tiroir écouteurs cassés, puis on testa leur force avec des vis et des trombones. « Si on serre trop, dit Élie, on collera tout et n'importe quoi. Si on serre pas assez, répondit Sophie, on ne retiendra rien. » Entre ces 2 phrases, le projet trouva peu à peu sa respiration. Lucie, revenue de chez Madame Vachon avec des autocollants pailletés et des devoirs signés, entra dans la cuisine comme on rejoint un équipage. « J'ai le droit d'aider ?» Claire la regarda d'un œil et laissa tomber. « Oui, tant que tes doigts restent loin des ciseaux et près de la logique. » Lucie passa les paillettes sur la maille, qui s'illumina aussitôt. « On voit mieux l'orbite », conclut-elle très sérieusement, et personne n'osa prétendre le contraire. Les soirs suivants dessinèrent un calendrier. Élie construisit un tableau sur une feuille quadrillée, taille du cerceau, masse, énergie reçue. Sophie écrivit une lettre à une petite fondation du quartier qui soutenait les clubs scientifiques. Elle demanda du fil à mémoire de forme, promit des remerciements visibles du ciel si leur CubeSat voyait un jour la lumière. La réponse arriva plus vite qu'une averse. Un colis déposé au magasin de journaux, contenant des spires de nickel-titane et une petite cloche à vide à utiliser sous la responsabilité d'un adulte. Claire se déclara l'adulte officiellement responsable, ce qui fit rire tout le monde sauf la cloche. On chauffa une boucle dans l'eau frémissante. Elle sortit de la casserole en se déroulant d'elle-même pour prendre un cercle parfait. Élie la fit teinter du bout de l'ongle. Le son avait quelque chose d'obstiné. On colla les aimants un à un. La maille tressaillit, aussitôt vivante, comme si chaque aimant avait reconnu son poste. Monsieur Adler, le professeur de sciences, accepta d'ouvrir sa salle après les cours. Il installa la cloche à vide sur un coin de paillasse, le manomètre relié à une pompe qui toussait au début et s'installait vite dans une régularité rassurante. « Vous me promettez que cela ne me fera pas sauter le fusible principal. »« Promis, » dit Élie. Sophie ajouta, « Si ça marche, on vous met dans les remerciements. » « Si ça marche, » rectifia monsieur Adler, « vous le présenterez d'abord à l'oral sans lire vos notes, et ensuite, on parlera de remerciements. » La cloche se vida de son air, les ailes de papier frémirent sans trouver de vent. C'était exactement ce que chacun espérait. Élie saupoudra une pincée de poudre de fer. Les grains tournèrent lentement, puis, peu à peu, vinrent s'accrocher à la maille aux endroits les plus aimantés. Quand la pompe s'arrêta, on entendit un très léger bruit, presque un crépitement, signe que quelque chose se décidait. « Voilà », souffla Sophie. Monsieur Adler resta un long moment à regarder, puis il dit « Quand le jury vous demandera ce qui garantit la sécurité, vous parlerez de ça. Et vous parlerez aussi de ce qui peut casser. Les projets tiennent mieux quand on y laisse entrer leurs faiblesses. » Au lycée, la rumeur fit son chemin. L'équipe prépa Pinacle collait déjà des affiches glacées dans le hall, un ramasseur de débris en fibre de carbone, logo en bandoulière, photo en studio. Théo, chef charismatique à la patience courte, menait les opérations. Samira, l'air de ne croire personne mais de tout voir, notait chaque détail. Maxime et Julien portaient les caisses et la confiance comme si tout cela était la même chose. « Vous vous inscrivez aussi ?»
lança Théo un matin, le dos contre les casiers. Sophie répondit sans hésiter, « On ne s'inscrit pas, on participe. » Samira eut un sourire fin, « C'est ce que tout le monde croit. » Après, les chiffres décident. Élie ressentit la piqûre d'un aiguillon invisible, mais il ne dit rien. C'était inutile, et l'inutile prend la place du travail. Pour la vidéo de présentation, ils empruntèrent la salle d'art plastique. Sophie posait sa voix, claire et droite, sans effet inutile. Élie filmait l'anneau qui se déployait, l'ombre de la maille sur le carrelage, la façon dont les trombones jetés en l'air semblaient hésiter avant de se rendre. « Tu crois qu'on doit montrer la maison du passage à Iverson ?» demanda Sophie. Élie eut un geste de la main, comme pour repousser une poussière. « Pas tout de suite. Les gens n'ont pas besoin de savoir d'où vient l'inspiration pour comprendre où elle veut aller. » Ils gardèrent toutefois une phrase qui disait presque tout sans trahir le reste. Les idées voyagent, mais elles n'atterrissent que si on leur construit une piste. Au milieu de cette agitation, la vie continuait. Claire jonglait entre les fournées et les factures. Lucie étudiait les fractions en les comparant aux parts de brioche, ce qui pouvait prêter à confusion. Vespé, méfiante, observait le fil à mémoire de forme comme si c'était un serpent bien élevé. Les soirs de fatigue, Claire récitait ses maximes comme on vérifie des points d'ancrage. Un projet se nourrit de 3 choses, des mains, du temps et une manière de dire merci. On n'emprunte jamais à une maison, on salue et on rend. Ces phrases avaient la douceur des recettes qui réussissent à tous les coups. Le jeudi suivant, au retour du lycée, la maison du passage à Iverson était d'humeur claire. Élie le sentit dès le couloir, la lumière filtrait par les vitraux comme un thé qui infuse. Ils montèrent à l'étage. Cette fois, ce fut le placard du fond qui donna. Derrière, un corridor qu'aucun plan ne connaissait s'ouvrait. Des calendriers y pendaient, datés de mois qui n'avaient jamais existé. Sur une petite table, un carnet d'inventaire notait des outils absents, comme si les mots avaient de l'avance. Une page, à demi arrachée, retenait l'œil. On y lisait, d'un trait vif. « Attraper n'est pas enfermer. Attraper, c'est ramener vers ce qui soigne. » Sophie caressa la marge du pouce. On devrait l'écrire quelque part dans notre dossier. Élie acquiesça. De retour à la cuisine, il recopia la phrase en haut d'une page vierge et ajouta « Et nous dirons d'où elle vient quand les temps s'aligneront. » Les essais reprirent, plus précis. Ils passèrent une soirée entière à régler l'espacement des aimants pour éviter que le filet ne se colle lui-même. Élie découvrit que 2 aimants rapprochés pouvaient s'annuler l'un l'autre en partie. Sophie conçut un motif qui ressemblait à une étoile stylisée, répétée en mosaïque. On réduisit le poids d'un tiers en remplaçant la maille par une bande découpée en spirale que l'on déployait à l'ouverture. Tout ce qui peut rester plié restera plié jusqu'au déploiement, rappela Élie en cochant une case dans le cahier. À l'école, les comparaisons devenaient inévitables. L'équipe Prépa Pinacle avait obtenu une visite privée d'un laboratoire universitaire. Des photos circulaient où l'on voyait Théo, lab-coat parfaitement taillé, serrer une main gantée. Les commentaires suivaient, ils ont déjà gagné. Sophie, elle, reconnaissait les angles, les cadrages, tout ce qui donnait un air de publicité à une salle de machine. Elle pensa à l'étang au nymphéa, qui ne demandait jamais de photographe pour briller, seulement des bottes et des poches vides. « On ne fait pas une démonstration, » dit-elle à Élie. « On raconte un problème. » Et une manière honnête de l'aborder, ajouta-t-il. Ils demandèrent un créneau à la médiathèque pour tourner une prise de vue, la grande maquette de planète qui pendait au plafond servit d'arrière-plan. Élie filma le cerceau qui s'ouvrait lentement devant la sphère bleue. Sophie compta les secondes à voix basse. Lucie, sur un tabouret trop haut, déclara avec sérieux que « c'est plus joli quand on voit la Terre loin », et on accepta son verdict. À la fin de la 3e semaine, M. Adler organisa une répétition générale d'oral. Ils parlèrent de l'idée, des essais, du poids, des risques. Sophie expliqua pourquoi ils avaient renoncé aux électroaimants, trop gourmands, puis comment ils comptaient larguer la charge capturée dans une orbite de désintégration. Élie montra un schéma d'entrée atmosphérique, expliqua que le filet ne devait pas survivre à sa mission. « Un bon outil, c'est disparaître », conclut-il. M. Adler eut un petit sourire, et un bon orateur, c'est s'arrêter avant la cloche. Bravo. La rivalité, pourtant, ne s'adoucissait pas. À la cafétéria, Théo passa devant eux avec un salut vaguement ironique. « Vous avez pensé aux collisions en chaîne ?» « Oui, » répondit Élie. Samira, à sa suite, posa à voix basse la question qui fâche, « Et si votre filet capture un objet actif ?» Sophie soutint son regard. « Alors il ne le capturera pas. On l'a conçu pour attirer les fragments libres, pas pour voler des satellites. » Julien rit, on dirait un slogan. « Non, fit Maxime, on dirait une promesse. » Ils s'éloignèrent, et pendant quelques minutes,
seules restèrent les fourchettes qui raclaient les plateaux. Les nuits suivantes furent longues. Élie collait des chiffres sur les murs, ce que Claire tolérait jusqu'à ce qu'ils grimpent trop haut. Sophie réécrivait encore et encore la page d'introduction, celle qui devait donner envie d'écouter. Vespé dormait roulé contre la petite imprimante. Par la fenêtre, la pluie venait et repartait, fidèle au calendrier d'une ville qui se prépare à l'hiver. Un soir, au passage à Iverson, la maison leur rendit la monnaie d'un jour de travail particulièrement têtu. Le salon s'était mis à parler avec une lumière plus chaude, au-dessus de la cheminée apparue, comme révélée par une gomme. Une photo noire et blanc d'un club scientifique des années 50. Des adolescents alignés, cheveux lissés, montrent fièrement un modèle réduit de satellite entouré de filets. Au dos, quelqu'un avait écrit « Ne pas attendre l'autorisation d'espérer ». Claire, qui passait justement avec un torchon, la lut et souffla « Voilà un proverbe que je veux bien vous voir accrocher au frigo ». Ils firent exactement cela. Le post-it jaune resta au milieu des listes de courses, entre lait et éponge. C'était une façon de ne pas oublier pourquoi tout avait commencé. L'étang aux nymphéas, les libellules qui écrivent sur l'eau quand l'été se fait tardif, et ce panneau accès interdit planté un jour, comme un point final à une phrase qu'on n'a pas su défendre. La semaine de la remise approchait. On tourna la conclusion de la vidéo dans la pénombre, une bougie posée dans un bocal de confiture. Les voiles de la maquette renvoyaient une lueur douce. Sophie, hors champ, dit seulement « On ne gagne pas du temps en orbite, on lui rend ce que nous lui avons pris ». Élie ne coupa rien. La phrase tenait droit toute seule. Le jour J, ils prirent le chemin du lycée avec un sac de soins intensifs pour prototype, ruban adhésif, aimant de rechange, petite pince. Dans le hall, l'équipe Prépa Pinacle dressait un stand digne d'une foire internationale, ruban, maquette brillante, bandeau défilant. La foule s'arrêta d'abord là, aimantée par la lumière. Élie sentit la vieille morsure du doute. Sophie posa une main brève sur son coude. « On n'est pas un stand, dit-elle. On est une proposition. » Ils s'installèrent à une table simple, posèrent l'anneau, la vidéo sur une tablette et une affiche dessinée à la main avec, en haut, le titre « Attrape cette ferraille cosmique », écrit à l'encre bleue. Monsieur Adler passa, vérifia que la tablette était chargée, glissa à Claire, venue en civil, un regard reconnaissant. Madame Vachon, curieuse, s'arrêta 10 minutes avant son service pour souhaiter bonne chance à la conquête de l'orbite. Lucie, décret familial, avait le droit exceptionnel d'emporter le badge « visiteur ». Elle s'installa à côté de la table avec un sérieux bibliothécaire. Les jurés arrivèrent par petits groupes, chacun avec sa manière d'écouter. On parla avec calme, on montra la cloche à vide en vidéo, on expliqua les marges d'erreur. Quand on demanda s'ils étaient conscients des dangers, Sophie répondit « Oui. C'est pour cela qu'on fabrique d'abord un filet pour attraper ce que nous-mêmes avons laissé partir. » Théo, à quelques mètres, présentait un bras articulé à la précision chirurgicale. Samira gardait le chronomètre, Maxime distribuait des fiches brillantes. Julien gérait les démonstrations avec un professionnalisme nerveux. Tous quatre avaient l'habitude d'avoir une longueur d'avance. Élie leur jeta un coup d'œil et pensa malgré lui « Ils sont bons ». L'idée ne lui fit pas de mal. Elle lui rappela qu'on ne gagne jamais contre quelqu'un, seulement pour quelque chose. À la pause, alors que les jurés s'éloignaient, Samira vint jusqu'à leur table, une bouteille d'eau à la main. « Votre maille en spirale, c'est vous qui l'avez pensée ?» « Oui », répondit Sophie, d'après un motif mathématique, mais ajusté au fil. Samira hocha la tête. « Malin ». Puis elle repartit sans autre commentaire, comme si elle cochait une case invisible. La journée s'étira, peuplée de présentations et de rires nerveux. On remit les documents, on signa des autorisations d'image, on rangea sans rien oublier. Il pleuvait à nouveau quand Élie et Sophie franchirent le portail du lycée, le sac allégé et la tête lourde. Le tramway les balança doucement jusqu'à la rue du Genévrier. La maison, cette fois, ne parlait pas. Elle laissa le silence faire son travail. Après le dîner, Élie monta à la mansarde. Il alluma sa petite lampe, ouvrit son carnet et écrivit. « Aujourd'hui, nous avons posé sur la table une aile qui ne s'est volée que pour attraper. Demain, qui sait ?» Il hésita, ajouta une dernière ligne, presque une prière. « Que l'espoir pèse moins lourd que la ferraille. » Dans la chambre d'Axe en grave côté, Lucie dormait sur le côté, une main sous la joue. Vespé, satisfaite de sa journée, avait choisi le coussin du radiateur comme trône. Dans la cuisine, Claire étiquetait des bocaux à l'encre bleue. Le monde, dehors, tournait avec ou sans eux, mais il leur semblait qu'ils avaient réussi à poser la main sur un morceau du mouvement, juste assez pour dire « on s'en occupe ». Le lendemain, très tôt, un message apparut sur le téléphone de Sophie. Un numéro inconnu, une phrase simple.
Votre dossier a été retenu pour la phase mentorat. Rendez-vous au centre de sciences samedi. Mentor, Dr. Moran. Ellie relut 3 fois. Sophie, elle, resta un instant immobile, les yeux pâles de fatigue soudain brillants. Puis elle tapa la réponse la plus courte du monde, « Merci ». Le jour n'était pas encore complètement levé. La ville, ivre de pluie, reniflait au coin des toits. Ellie ouvrit la fenêtre, l'air froid lui piqua le visage. « Docteur Morin », répéta-t-il, et son cœur fit un bruit neuf. « Sophie Surratt. »« Alors, dit-elle, on continue. » Et dans la maison du passage Iverson, quelque part derrière une porte qui n'existait pas la veille, un couloir se prépara à s'ouvrir. Comme s'il savait que, désormais, la question n'était plus de deviner d'où venait le vent, mais d'apprendre à s'en servir. Partie 2, des filets sous les étoiles. La pluie avait fini par se vider d'elle-même dans la nuit, laissant la ville lavée, les trottoirs luisants comme des galets. Ellie sortit d'un sommeil en pointillé et, pendant un moment, il resta à écouter ce silence clair qui suit les orages. Lucie ronflotait dans la chambre du dessous. Vespé s'était résigné à abandonner la surveillance des plans et s'était levé contre son oreiller. Quand il descendit, la cuisine avait l'odeur des matinées qui hésitent. Café, bois humide et un reste de cannelle. Claire n'était pas en train de pétrir. Elle tournait la cuillère dans sa tasse sans boire, son regard posé sur la porte d'entrée comme si elle pouvait hâter le facteur par la seule force de la volonté. « Aujourd'hui ou demain », dit-elle sans quitter la porte des yeux. Ils avaient promis pour cette semaine. Ellie hocha la tête, conscient que toute phrase de plus ne ferait qu'allonger l'attente. Ils s'assirent côte à côte, prêts à se taire ensemble. Étrangement, le silence s'arrondit, plus doux. Lucie apparut, queue de cheval penchée vers l'oreille, chaussons à étoiles tournés vers l'est et vers l'ouest. « Est-ce qu'on a gagné sans moi ?» demanda-t-elle avec gravité. Vespé, de service, se frotta à sa cheville comme pour dire que non, rien ne se gagne sans le chef des paillettes. On frappa. 3 coups vifs que la maison connaissait bien. Sophie Marchand entra avec une bouffée d'air froid de janvier et des joues roses, un peu de brume encore accrochée à ses boucles. Dans sa main, une enveloppe blanche, lourde de timbres et de promesses. Elle la posa sur la table, se cala contre le dossier d'une chaise, puis sourit sans montrer les dents. « J'ai trop tremblé en montant l'escalier. »« Fais-le. » Ellie glissa un doigt sous le bord, tira lentement, et déplia une feuille qu'il tendit à Sophie. Elle lut d'une seule respiration, puis, seulement quand les mots avaient atterri, les répéta, finaliste. Présentation devant un vrai public du centre spatial, dans 3 semaines. Ils mangèrent des roulés aux noix de pécan en guise de fête improvisée. Claire sortit des feutres et traça, sur une grande feuille, une route de 3 semaines. Essai, vidéo, sécurité, répétition. Lucie se proposa responsable du « moral paillette ». Vespé, faite pour les supervisions muettes, s'assigna au poste de veille auprès des plans. L'atelier du passage Iverson ouvre encore, rappela Claire. Le 8h10 nous y déposera exactement quand le soleil grimpe sur la brique. Le tram glissa le long des rails qui chantaient encore de la pluie de la veille. La vigne vierge au 17, passage Iverson, se glaçait d'un liseré de givre. La maison héritée paraissait fatiguée, mais ce matin-là, elle avait cette façon d'écouter qu'ont les maisons prêtes à aider. On n'y dormait toujours pas, il y faisait trop froid et, surtout, on ne confiait pas la nuit au pli. Mais c'était là qu'on savait fabriquer de la précision avec des rumeurs de décennies. Ils posèrent l'anneau sur le tapis du salon. Un fil brillant en embrassait les bords, des aimants minuscules alignaient leur certitude sous la maille. Lucie se chargea de l'inventaire des débris d'essai. Trombones, vis, confettis métallisés qu'elle jugea scientifiquement pertinents. Vespé inspecta le bol, leva le museau, approuva d'un battement de queue et suivit Lucie comme une sous-chef appliquée. La lumière du matin rayait le tapis. Sophie serra des vis minuscules avec des doigts qui refusaient de trembler. Ellie pesa l'ensemble sur la vieille balance de cuisine récupérée aux puces. 98 grammes. 8 de moins que la veille. Il nota le chiffre et, à cet instant précis, l'air changea d'épaisseur. Une tiédeur coulissa au ras du plancher, la lumière se fit plus ambrée. La maison annonçait rarement le pli le matin, mais les signes ne trompaient pas. Vespé trottina jusqu'à l'étage. Ils la suivirent, tournèrent au fond du couloir où un ancien corridor de domestiques donnait sur un réduit toujours fermé. Aujourd'hui, la poignée semblait tiède dans la main. La pièce derrière n'était plus un placard poussiéreux, mais une salle de suivi satellitaire des années 70. Console au voyant vert, carte stellaire clouée au mur, une imprimante large comme un coffre qui ronronnait doucement. Au centre, un écran affichait une orbite en anneau serré. Sophie s'approcha de la console. Une bande de papier sortit, imprimée d'une écriture mécanique. Altitude, densité d'objets,
fenêtre de passage, ces coordonnées qu'on regarde comme on écoute une météo d'un autre genre. Une flèche pointait un couloir encombré. Là, Saufula Sophie. C'est l'altitude la plus chargée. Il y a plus de débris que d'étoiles, si l'on regarde du mauvais côté. Ellie photographia la bande, puis recopia les valeurs simples dans son carnet, assez pour nourrir le modèle sans s'égarer. Le minuteur, sur le bord d'une table à roulettes, indiquait 11 minutes avant fermeture. Lucie, fascinée, s'enroula la bande autour du poignet comme un bracelet de festival. Claire fit « sans réprimander. Certains secrets tiennent mieux sur des poignets d'enfants. Ils remercièrent la pièce à voix basse, merci pour la carte du ciel, et ressortirent. L'ambre s'affadit, l'odeur de fraise des marqueurs disparut comme un rêve refermant sa porte. De retour sur le tapis, armés des chiffres, ils rapprochèrent légèrement les aimants et raccourcirent les laits de maille pour réduire la traînée. Sophie souda une LED minuscule au centre de l'anneau. Elle devait clignoter en vert quand le circuit détecterait une capture, en argent quand il faudrait repositionner. Ellie enfila les fils par une gaine fine et s'appliqua à les rendre invisibles, comme les nerfs d'une main. Le soir, M. Adler les attendait à l'école. Il leur avait rouvert la salle, préparé la cloche à vide et réglé la pompe. « Je vous signerai un billet de retard si ça mord sur le couvre-feu », dit-il d'un ton neutre qui cachait mal sa curiosité. Le test fut net. La LED passa au verre dès que les poussières métalliques s'agglutinèrent, puis la maille se vida sans se coller sur elle-même. « Montrez ça au jury », conclut-il, satisfait. « Et gardez 1 minute pour parler des limites. Les bons projets ne sont pas ceux qui prétendent ne jamais casser. » 2 semaines filèrent ainsi, tachées de colle et d'heures tardives. En face, l'équipe Prépa Pinacle sortit d'une imprimante un cadre filigrané avec un air de ne pas nous voir. Théo jouait les chefs d'orchestre, Samira prenait des notes d'une écriture serrée, Maxime et Julien transportaient matériel et certitude. Parfois, on se retrouvait au même évier pour rincer des pinceaux et, l'espace d'une blague bien envoyée, les frottements devenaient un dialogue. Lucie riait aux devinettes techniques et Vespé acceptait de considérer, sans jamais l'avouer, qu'un rival puisse savoir tenir un tournevis. Le problème arriva déguisé en four à mini-pizza. On l'utilisait pour simuler la rentrée atmosphérique, avec prudence, fenêtres ouvertes et extincteurs à portée. Cette fois, la chaleur déforma un fil et une soudure céda. L'anneau se referma mal. La LED clignota en détresse. Un silence dense tomba sur la cuisine. Ellie toucha du doigt la soudure noircie. « On ne peut pas compter sur un geste parfait en situation imparfaite », dit-il enfin. Sophie acquiesça. « Alors on fabrique une solution qui pardonne. » Claire, depuis l'évier, ajouta seulement « idiot-proof et chaleur-proof ». Ils décidèrent d'un système de petites perles en céramique qui servirait de fusible. Si la chaleur venait à dépasser la limite, la perle casserait net et libérerait la maille au lieu de la coller. On perça, enfila, noua perle après perle, jusqu'à ce que les gestes s'enchaînent comme une prière. La nuit se dissout en thé tiède. Vespé, satisfaite, dormit au beau milieu du plan, comme pour agrafer la réussite à la table. À 3 jours de l'échéance, le pli leur offrit un dernier tableau. Le grenier s'allongea en une salle d'archives pleine de boîtes cartonnées, ventilateurs qui tournent paresseusement, cartes perforées rangées par paquets. Un écran de verre dépoli montrait une animation d'orbite, cernée d'annotations manuscrites. Ellie glissa un doigt sur la légende. Il y avait là des corrections, des « attention à », un petit schéma de désorbitation propre à coller dans une annexe. Sophie photographia, puis, parce qu'on apprend vite avec le pli, recopia de sa main les passages essentiels, au cas où l'image se troublerait au retour. Ils quittèrent la pièce avec cette impression d'avoir feuilleté le futur dans une bibliothèque qui n'existe plus. Le jour du voyage sauta sur eux comme un oiseau farouche. Lucie se réveilla à 4 heures pour regarder la carte des vols sur la tablette, traçant du doigt les trajectoires comme si elle pouvait guider l'avion par télépathie. Claire empaqueta l'anneau dans une boîte à chapeau doublé de serviettes. À l'aéroport, Ellie prit un air naturel quand on lui demanda ce que c'était. « Une œuvre d'art scolaire », répondit-il, et la sécurité sourit au sérieux déplacé de sa voix. Il garda l'objet sur ses genoux dans l'avion, tel une mère faucon. L'air de Houston était suffisamment épais pour qu'on puisse presque le mâcher. Le centre spatial Johnson s'étirait comme une petite ville, drapeau claquant au vent, badge sur badge. À l'entrée de l'auditorium, une banderole « Bienvenue aux finalistes » brillait comme un midi prolongé. Leur table, face à des stands où scintillaient des cadres découpés au laser et des coques en carbone, paraissait modeste. Le prototype n'arborait aucun logo, seulement 2 minuscules bandes de course que Lucie avait peintes à la gouache sur la tranche. Dans la file des présentations, Sophie décida de s'adresser d'abord à l'étang aux nymphéas. Elle parla de l'eau claire, des libellules, d'un caneton étranglé par un fil,
et de ce panneau d'interdiction planté un jour comme un point final. Puis elle leva la tête et relia l'étang à l'orbite, comme on relie deux rives avec une corde. Ellie prit ensuite le relais, chiffre assez sage pour rassurer, prudence assez vivante pour ne pas endormir, geste simple. Il ne parla pas du pli, il évoqua de « vieilles archives » qui gardent la mémoire du ciel. Les questions s'épuisèrent. Les finalistes, nerveux, commencèrent à parcourir le hall en attendant que les jurés délibèrent. Il y avait des papiers de bonbons au pied d'un banc, Ellie en ramassa 3, les plia minuscules, les glissa dans sa poche par habitude, sans y penser. Théo passait au loin en donnant des tapes sur des épaules, Samira restait en retrait, calepin fermé, l'œil calme. Maxime et Julien faisaient tourner une petite caméra sur son pied, vide comblé par la technique. Le public revint. Claire passa le bras autour des épaules de Lucie sans serrer. Les prix se posèrent les uns après les autres. 3e place pour un projet de câble de sécurité, l'idée était belle, la maquette impeccable. 2e place pour l'équipe Prépa Pinacle, les applaudissements furent nets, presque soulagés. Ellie sentit ses genoux devenir des ressorts mous, Sophie lui pressa le coude. Le premier prix resta suspendu une seconde de plus, puis tomba comme une étoile dans un lac, leur nom. Claire ferma brièvement les yeux. Sur l'écran derrière la scène, une image tirée de leur vidéo s'afficha, et, au bord, on devina la moustache de Vespé, fantôme de chat venu offrir un signe de tête. La nuit, au Texas, les constellations semblaient gigantesques, comme si quelqu'un avait rapproché le ciel pour qu'on voie mieux. Ellie, dans son lit d'hôtel, regarda la voûte derrière la vitre et pensa que le ciel souriait, un tout petit peu, quand on lui promettait d'en prendre soin. Le lendemain, on serra des mains, on rendit des badges, on repartit avec une étoile métallique dans une boîte légère. De retour rue du Genévrier, Claire épingla la petite étoile sur l'étagère de la cuisine, entre 2 pots d'épices. La maison, au passage Iverson, semblait écouter la nouvelle. Ellie posa la paume sur la rampe de l'escalier et crut sentir comme des battements, des décennies qui se réjouissent d'être utiles. Il ouvrit son journal, écrivit jusqu'à ce que l'encre s'épuise, puis il colla sur la page le badge d'Houston. Il ajouta au feutre un cercle argenté et un éclat vert, rappel de la LED qui promettait secours. La semaine reprit ses habitudes, un peu plus légères. Monsieur Adler laissa traîner dans la salle de science un carton où il était écrit « Objet à démonter ». Lucie refusa de se coucher tant qu'elle n'aurait pas vérifié que l'étoile sur l'étagère ne risquait pas de tomber en cas de vibration cosmique. Vespé s'installa comme un bouchon au centre du sac de prototype et ronronna d'une manière qui disait « Vous avez bien travaillé, désormais dormez ». Dans la nuit, Ellie replia ses rêves de filet sous sa couverture. La maison respirait. Dans le couloir, une porte qui n'existait pas la veille hésitait à se faire connaître. Quelque part, un téléphone qui n'avait jamais sonné à cette heure se préparait à le faire. Et tout cela battait à la même cadence simple, régulière, certaine, que le monde en train de se tourner vers le matin. Partie 3, des voiles à l'aube. 3 semaines après Houston, Ellie s'éveilla sur un bruit qu'il ne connaissait pas encore. Ce n'était ni la pluie, ni le radiateur, ni le trottoir qui déglace. Un tintement régulier, métallique et doux, quelque part dans l'appartement de la rue du Genévrier, comme si une alouette s'était enfermée dans une boîte à biscuits électroniques. Il resta un instant à l'écouter, puis glissa ses chaussettes porte-bonheur, par-dessus ses orteils glacés et descendit. Sophie était déjà dans la cuisine, cheveux en corolle de sommeil, robe de chambre en bataille. Sur la table, une petite mallette grise. À côté, une tablette allumée clignotait un unique mot au-dessus d'un logo qu'il connaissait par cœur, Incoming. Vespé, le museau posé dessus, donnait un coup de patte de temps en temps, juste ce qu'il fallait pour faire vibrer l'écran, comme si elle disait « Alors ?» On répond. Claire apparut dans l'embrasure, nouant sa ceinture de peignoir, Vespé trottinant derrière comme un petit garde du corps. Elle déposa des tasses, un bocal de sucre et inclina la tête. Sur la tablette, le visage du docteur Morin surgit dans une mosaïque de carrés, lui dans un bureau au store tiré, et, autour, des silhouettes qu'Ellie reconnut, l'équipe de la phase 2. La voix de Morin traversa les crachotements. On vous réveille parce que l'aurore est le bon moment pour attaquer. Nous avons de l'avance sur le calendrier. Le cœur d'Ellie cogna à s'en donner le hoquet. Sophie demanda, tout bas, de l'avance, ça veut dire quand ? Ça veut dire, répondit Morin, que nous avons un emplacement de copassagers sur une grappe de CubeSat qui doit partir de Californie à l'aube, dans un mois. Si vous pouvez livrer votre unité filet, anneau, voile, système de fermeture automatique, dans 4 semaines pour intégration, on tente la capture en vol réel. Notre équipe gère l'alimentation par film solaire et la télémétrie. Le reste est pour vous. D'accord ? Ellie pensa masses, contraintes, courbes de chaleur, combustión.
Sophie pensa filet qui s'ouvre comme des fleurs d'acier et sticker à poser sur la coque. Elle demanda si un peu de peinture chance pouvait voler. Docteur Morin rit doucement. Peignez ce que vous voulez en restant dans la masse autorisée. Les étiquettes ne pèsent rien quand elles sont des rêves. Claire racla sa gorge, rangea les tasses autour de la tablette. Nous acceptons, dit-elle sans emphase, si vous acceptez que nous disions non à toute triche. Morin hocha la tête. Comme la dernière fois. 2 semaines pour vos fichiers KO, 3 pour un essai en vide, 4 pour l'expédition. L'appel se termina, ne laissant qu'un reflet de lampe et 6 cœurs qui battaient trop vite. Le lycée, ce jour-là, sembla dérouler le film 3 crans trop vite. Élie se trompa de casier, oublia son code et dut appeler Lucie, qui le savait évidemment par cœur. Sophie manqua la marche du hall en lisant la liste de composants. À la pause, Samira s'approcha d'eux, l'air de n'écouter que la musique du réfectoire. On vous a vu sur le panneau d'affichage, l'HATL, neutre. Vous avez du renfort. Le docteur Morin. Elle pinça les lèvres, comme si elle goûtait le nom. Alors vous avez du travail. Et elle les laissa avaler un sandwich devenu soudain trop sec. Après les cours, ils prirent 2 trams jusqu'au passage Iverson. Le givre avait fui le trottoir, mais l'air restait taillé par le froid. Quand Élie tourna la clé, une brise tiède leur vint à la rencontre, avec ce parfum d'ozone qu'a la vieille électricité quand elle veut bien aider. La maison approuvait. Claire fila droit à la cuisine du bas. La pâte l'attendait dans un saladier fariné, et le four de 1956 s'allumait plus docilement quand on avait un plan. Élie et Sophie hissèrent une caisse d'outils à l'étage. Le grenier, cet après-midi-là, avait les murs d'une vieille chaufferie et la lumière d'un atelier de peintre. La nuit s'installa comme un manteau trop lourd. Sophie dormit sur le canapé avec une couverture rayée. Dormir sur place signifiait biscuit au gingembre à 2 heures du matin. Élie s'assoupit à son bureau, la tête sur le cahier. Lucie, venue tenir la lampe, se roula par terre, nappe d'étoiles collée au coude, vespé plié en C contre sa nuque. Le pli, ce soir-là, resta silencieux. On aurait dit qu'il les laissait préparer sans s'imposer. Le lendemain, la malchance choisit l'ordinaire pour entrer. L'imprimante 3D se bloqua à 43% et un fil se prit dans une roue dentée, grinça, se rompit. Élie, les mains noires de plastique chaud, jura à voix basse. On frappa au battant. Théo, des prépapinacles, tenait sous le bras une bobine neuve. « Je crois que je vous dois des excuses, » murmura-t-il. « J'ai gardé trop longtemps la seule bobine correcte de l'atelier. Prenez celle-ci, j'en ai racheté 2. » Derrière lui, Maxime et Julien valaient pour un service de déménagement. Samira n'était pas venue, mais sa manière de ne pas être là se sentait quand même. Élie voulut refuser par fierté. Sophie prit la bobine, pesa la tête et dit seulement « merci ». Leurs pièces repartirent en impression. Le chant monotone de la buse redonna autant sa longueur. Les soirées prirent une cadence qui n'appartient qu'au projet. Claire pétrissait la pâte et, entre 2 fournées, vérifiait leurs calculs, un crayon coincé dans son chignon. Sophie codait jusqu'à avoir les chiffres en travers des yeux, Élie mesurait, reprenait, rayait. Lucie apportait des paillettes d'encouragement et des gants en caoutchouc. Vespé patrouillait les rebords de fenêtres avec le calme d'un satellite en orbite basse. Les tartes vendues à la boulangerie du Templier payaient les vis en titane, et chaque vis était une seconde gagnée sur l'aube. Un jeudi, la maison décida d'intervenir, gentiment. Élie, en bas, sentit le carrelage vibrer, l'ombre dansa au coin de la cuisine et du couloir. La température chuta d'1 demi-degré, ce petit froid qui précède. Il referma le minuteur, le régla sur 30 minutes, le pinça à sa poche et poussa la porte. Au-delà, une quincaillerie des années 40 s'étirait, murs percés de crochets où pendaient des outils, tiroirs à vis, odeur de sueur et d'huile chaude. Sur un présentoir, des rubans d'un métal clair luisaient comme du mercure prisonnier. Des particules de poussière flottaient dans le halo jaune d'un néon. Élie sut, avant de lire l'étiquette, que c'étaient exactement les bandes de titane qu'il fallait pour renforcer la tranche de l'anneau. Il en prit 2, pesa le geste et laissa un mot griffonné sur un bout de papier, empreint de 2. On les remplacera. Quand il ressortit, la cuisine redevint cuisine et l'odeur de cannelle reprit le dessus. Les rubans sauvèrent 3 jours de recherche. Sophie dansa avec l'un d'eux dans la lumière et déclara qu'il avait la souplesse d'une idée qui s'est pliée. Élie, lui, en profita pour glisser une autre règle dans son carnet, ce que le pli prête doit être rendu autre chose qu'à égalité, en mieux. Il promit de rapporter 2 rubans et de déposer un remerciement discret à l'intérieur de la prochaine salle qui s'ouvrirait. L'équilibre compte autant que la magie. La 4e semaine apporta une bourrasque plus grosse, le moteur de la cloche à vide lâcha. Un soupir, un craquement, puis un silence obstiné.
Monsieur Adler pinça l'arête de son nez, téléphona, soupira de plus belle. La pièce serait remplacée, peut-être dans 10 jours. Impossible d'attendre. Sophie inspecta les étagères du labo, comme si une pompe allait surgir là, par politesse. Ellie regarda un bocal de confiture posé sur l'évier et sentit son cerveau faire des ricochets. Claire posa une solution par la bande. Une amie à l'université avait accès à un four de céramiste et à un petit caisson de test thermique. « Ça ne fait pas le vide », dit-elle, « mais ça vous montre comment votre anneau encaisse la montée en température. » Yepé en brioches. On cassa la tirelire en pâtisserie, une caisse de cannelé contre 2 soirées de four. Les nuits se changèrent en mondes oranges. À travers la petite vitre, on voyait les voiles crispées, le cerceau frémir. Lucie peignit de minuscules lunes sur les vis-presses pour marquer celles qui avaient passé l'épreuve. Quand enfin la nouvelle pompe arriva, Monsieur Adler rebrancha la cloche, les aiguilles retrouvèrent leur danse. L'air se vida, l'anneau vibra si légèrement qu'on n'entendait que l'idée de ce tremblement. La maille ne s'engloutit pas, la LED passa au vert à la première poignée de rondelles aluminium lâchées à l'intérieur. On se permit un sourire et une pause de 5 minutes, la plus longue en 8 jours. Pendant ce temps, la rue du Genévrier ressemblait à une fabrique de fusées miniatures. Des lamelles d'alu sèche glissaient sous les portes, du ruban adhésif colonisait les rebords, des listes s'aimantaient au frigo par grappes. Claire déclara un « jour de grand ménage d'appartement » et soudoya tout le monde avec du chocolat chaud. Lucie mit Vespé à contribution, officiellement à la direction du contrôle qualité des coins de carton. À 1 semaine de l'expédition, le docteur Morin fixa une vérification en direct. L'appel grésilla, les visages du laboratoire apparurent comme dans une boule de verre. Ellie actionna la LED, fit tourner l'anneau, lâcha des rondelles, capture nette, fermeture fluide, température stable. On respira plus largement. Sophie lâcha un souffle si l'on qu'une rondelle abandonna sa trajectoire et tomba dans sa paume. Le jour de l'envoi se leva froid et d'un bleu aveuglant. Claire enveloppa le prototype dans une boîte à chapeau doublé de serviettes, planqua les points de fragilité sous du carton-plume, scotcha le tout comme on ferme un secret. Lucie écrivit équipe du docteur Morin, S-net sur l'étiquette avec des lettres droites de maîtresse d'école miniature. Vespé inspecta le colis, donna 2 petits coups de patte, puis s'assit, satisfaite du travail. Ils suivirent du regard le chauffeur du coursier qui chargeait le colis. Ellie eut l'impression que quelque chose lui tirait les épaules, pas en arrière mais vers le haut. Claire posa sa main sur son dos. « Cette douleur-là, dit-elle, c'est l'espoir qui s'étire. » 2 jours plus tard, un courriel, colis arrivé intact. Des photos suivirent, l'anneau sur un établi californien, la maille tendue comme un souffle, un technicien penché sur les fils. Masse actuelle 146 grammes. La date du tir était fixée, l'aube dans 3 semaines. Morin envoya un lien de diffusion en direct. Tout devint attente. L'attente à la manière des années quand elle veut. Ellie remplit 2 carnets, non de calcul mais de petits schémas, d'orbites dessinées comme des buées sur une vitre. Sophie rangea 100 fois ses fichiers, Lucie construisit des fusées en carton-plume et les aligna sur le rebord de la fenêtre. Vespé, indifférente et sérieuse, monta la garde sur le radiateur en surveillant la rue comme si elle connaissait l'heure du tir. Le matin venu, ils se retrouvèrent au passage Iverson, la maison utilisée comme salle de contrôle. L'ordinateur portable, un peu cabossé, faisait de son mieux. Sur l'écran, Floride avait les couleurs d'un bonbon, rose et bleu. Les commentateurs parlaient à voix basse, comme dans les stades quand on attend le penalty. Ellie se rongea un ongle jusqu'à ce que Lucie lui tape la main sans le regarder. « Arrête ou tu vas porter malheur. » L'allumage vint avec une lenteur majestueuse. Une fleur orange sous la fusée, puis un tonnerre qui ne tintait pas dans leur tympan mais dans leur poitrine. La colonne monta, élaguée par le vent, la caméra perdit et retrouva la bête, puis se fixa. Dans un petit rectangle, on vit les petits cubes relâchés comme des boîtes d'allumettes patientes. Ellie attrapa la main de Sophie, elle serra jusqu'à faire couiner ses os. La diffusion bascula sur une télémétrie animée. Altitude, en hausse. Vitesse, absurde et pourtant vraie. Insertion orbitale nominale. Claire pleura dans les cheveux de Lucie. Vespé émit un couinement aigu vers le plafond, comme si elle saluait un oiseau qu'on ne voit pas. 2 jours plus tard, le docteur Morin transmit la première salve de données. Une photo unique, envoyée par onde lente, un carré de nuit où brillait un point vert, et, flottant comme une ligne d'araignée, la maille serrant un petit éclat clair. Une vis, rien de plus, rien de moins. Sous l'image, 3 mots, première capture, confirmée. Ils restèrent longtemps à la regarder, comme on regarde la première dent d'un bébé, presque incrédule. Les jours suivants, des nombres arrivèrent, sobres comme des bulletins météo, 9 captures, puis 27.
On ajusta une fois l'angle des voiles à distance, on calma un capteur nerveux avec une commande glissée comme une caresse de loin. Au 12e jour, un cliché montra la petite capsule céramique prête à avaler son échantillon. Au 18e, la LED virait lentement du vert à un rouge presque timide. Message de Morin, capsule pleine, fermeture nominale, filet largué en orbite de désintégration, rentrée atmosphérique au passage 53. La minuscule porte avait claqué, et avec elle un morceau de monde s'était remis en ordre. Sophie fixa la dernière image, les yeux brillants et secs tout ensemble. « Cette vie, c'est parti quelque part où personne ne s'accroche », dit-elle. Ellie sentit un poids quitter ses épaules, mais au lieu de tomber, il monta, soluble dans la lumière. Claire déclara un jour de congé de boulangerie, nommé officiellement « Fête du ciel net ». On mangea de la glace à la cannelle sur le pas de la porte, en manteau, en riant du froid. Le soir, l'appartement des locataires bourdonna d'une fête silencieuse. Claire posa sur la table un gâteau simple, une bougie plantée au milieu. La flamme avait des hésitations d'oiseau. Lucie s'obstina à prononcer un vœu sans le dire et éclata de rire au moment où la bougie se coucha. Vespé attrapa le ruban qui entourait la boîte du docteur Morin et se coucha dessus, propriétaire. Ellie monta dans sa mansarde avec son carnet. Il colla à la dernière page le petit emblème envoyé par Morin, un anneau, une étoile, et traça autour une orbite qui fermait le dessin. Il écrivit seulement « Aujourd'hui, nous avons rendu un peu de ciel à ce qu'il est ». Il posa le carnet, souffla la lampe. Dans le couloir, le pli resta silencieux, comme si la maison comprenait qu'il fallait, pour une fois, laisser la pose intacte. Quand il s'endormit, il rêva de filets qui n'attrapaient que ce qui demandait à être ramené, et de voiles qui s'ouvraient à l'aube sans jamais faire d'ombre. Dehors, la ville se tournait vers le matin, et, très haut, quelque part, un minuscule anneau avait disparu dans une traînée propre, jusqu'à ce que le ciel redevienne, enfin, une eau tranquille où l'on peut se mirer. Partie 4, plan de constellation. Ellie était à moitié endormie quand une rangée de petites lumières vertes se mirent à cligner dans son rêve comme des lucioles disciplinées. Le clignotement se transforma en tintement réel qui venait de la cuisine. Il tâtonna vers ses chaussettes à planète et descendit dans la pénombre froide où l'aube n'avait pas encore posé sa main. La radio, très bas, chuchotait un jazz doux. Claire était déjà debout, une tasse fumante entre les paumes. Le téléphone posé près du pot de farine vibra encore, citron dans l'obscurité. Personne d'accent grave, peu près sensé, n'appelait avant 6 heures. Claire appuya sur le haut-parleur. Une voix calme, avec un soleil californien dans chaque syllabe, remplit la pièce. Docteur Morin à l'appareil, pardon pour l'heure. Nous avons déniché un vol plus tôt que prévu pour un copassager. Si vous pouvez livrer votre unité filet, anneau, charnière, capsule de fermeture, à notre centre d'intégration d'ici 9 semaines, on peut vous offrir du temps en orbite cette année. Sophie, réveillée à l'autre bout de la ligne par le renvoi d'appel de Claire, fit un « bonjour » encore plein de draps. Elle posa la bonne première question, quel plafond pour l'alimentation et pour la masse ? 100 watts d'apport solaire en budget global, 148 grammes au total pour l'anneau fileté et la capsule, répondit Morin. De notre côté, alimentation par film solaire et télémétrie. De votre côté, le filet lui-même, la charnière déployable et la capsule d'emport qui se ferme toute seule. Marché conclu. 9 semaines. Le cerveau d'Ellie se lança dans les calculs comme dans une course de haies. Sophie chuchota, marché conclu, avant que le doute n'ait le temps d'ôter ses chaussures. L'appel terminé, la cuisine parut plus grande que les murs de l'appartement. Claire décrocha le grand calendrier de Liège et le posa sur la table. Des cases vides s'alignaient, semaine après semaine, prêtes à être remplies. Ils tracèrent des jalons en 3 couleurs. Le bleu d'Ellie pour le code et les essais, le vert de Sophie pour la mécanique, l'orange de Claire pour les tâches que la maison acceptait de porter. Lucie, qui avait surgi en chaussons étoilés, réclama le violet « Motivation paillettes » et parsema le bord de constellations improvisées. Vespé posa une patte sur le feutre et laissa des empreintes qui devinrent l'entête officielle du projet SNET. Après les cours, Sophie arriva avec un tube de carton sous le bras et un front déjà griffé par le papier millimétré. Elle déroula sur la table une charnière en éventail, composée de fines lames qui, à plat, dessinaient une fleur et en traction, devenaient un cercle net. Elle y associa un croquis de capsule céramique qui se refermerait par échauffement contrôlé, doublé d'un minuscule mécanisme de déclenchement. Tout était griffonné avec cette précision nerveuse qui semble appartenir aux ingénieurs depuis la nuit des temps. Les corvées du week-end se brouillèrent. Les roulés aux noix de pécan se vendirent à la boulangerie plus vite qu'on ne pouvait garnir les plaques. Claire compta les billets, fit les comptes, puis en déposa une partie dans une enveloppe marquée « Visez l'orbite ». Le reste servit à acheter des bobines fines, des aimants, un fil à mémoire de forme.
Sur la table, l'anneau en carton d'essai se déploya, avala une poignée de trombones et les relâcha sur commande. Preuve simple pour n'importe quelle caméra 20 000 km en dessous. Le lundi soir, la maison du passage Iverson posa son doigt sur une couture du temps. La porte derrière l'armoire de la buanderie respira et s'ouvrit avec une odeur d'huile chaude. Ellie fixa un minuteur sur 30 minutes et entra. De l'autre côté, une quincaillerie d'un autre siècle s'étalait. Tiroirs pour vis, règles d'acier, étals de ruban métallique. Sur un présentoir, des bandes d'acier, fines comme des sourires, reflétaient la lumière jaune d'un néon. Il en prit 2, nota au stylo « Emprunt X2 » sur un coin de livre de compte et murmura « Emprunter une fois, rendre en mieux ». Les bandes, de retour dans leur cuisine, se plièrent en griffes élégantes qui guidèrent la maille comme des doigts. 73 grammes, annonça Ellie après montage, et il décida sur le champ que le chiffre était porte-bonheur parce qu'il contenait 2 fois le 3. Le jeudi, leur première vraie crise les cueillit sans crier gare. La pompe du laboratoire de M. Adler rendit l'âme dans un soupir d'orgue. On leur promit une pièce de remplacement, sous 10 jours. Ellie fit les 100 pas. Sophie chercha déjà une solution de fortune en inspectant les placards comme s'ils pouvaient produire un miracle. Claire, dans l'embrasure, leva un doigt. Une amie céramiste à l'université possédait un four à haute température et un petit caisson de test thermique. « Ce n'est pas le vide », précisa-t-elle, « mais ça vous dira si la capsule et la maille tiennent la montée en chaleur. » Je paie en brioche. Le troc fut conclu, chaque séance contre un plateau de roulé à la cannelle. Les nuits de four teintèrent l'atelier d'un orange de studio. Ellie observait par la petite vitre l'anneau qui frémissait et les voiles qui se crispaient puis se détendaient. Sophie, sur un tabouret, comptait à voix basse les minutes à chaque palier. Vers 3h30 du matin, ils quittèrent l'université, titubant de fatigue, reconnaissant qu'aucun professeur n'ait le pouvoir de leur coller un billet de retard pour cause de rêves trop lourds. Le vrai vide demeura introuvable jusqu'au samedi où Théo, coiffé de son assurance habituelle, poussa la porte de la salle d'art plastique avec un objet couvert de poussière entre les bras. « Je crois que ça s'appelle une cloche à vide manuel », annonça-t-il. Trouvée chez un brocanteur. Pas idéale pour un labo, mais parfaite pour une foire scientifique, ou pour l'espace si la NASA l'autorise. Il avait le sourire de celui qui sait que la rivalité n'empêche pas la politesse. Ils le remercièrent sans condition. La cloche fonctionne à main nue, fit halter les épaules, mais offrit enfin le silence du vide. À mi-chemin de la course de 9 semaines, Lucie colla sur le tableau du projet un poème en une ligne, écrit au stylo violet et entouré d'étoiles. On s'arrêta tous pour le lire. Attraper, c'est rendre. Ces 3 mots, si simples, devinrent leur boussole. Ellie glissa la phrase dans ses notes techniques, comme on glisse une amulette dans une poche. Les semaines suivantes prirent l'odeur de l'étain chauffé et du café réchauffé. Les doigts de Sophie apprirent la brûlure brève des soudures propres. Ceux d'Ellie, la mécanique patiente des corrections qui font gagner un gramme ici, 2 là. La charnière, désormais en lame d'acier empruntée au pli puis remplacée par mieux, se déployait sans octer. La capsule céramique acceptait la chaleur et se fermait d'un coup sec. On glissa dedans un minuscule vernis conducteur qui scellait le tout une fois l'échantillon capturé. Claire surveillait les chiffres comme on surveille une patte qui lève. Vespé, entre 2 siestes, s'installait sur les plans pour obliger chacun à respirer. Le jour de l'intégration, un coursier emporta l'anneau habillé de mousse comme un bijou. Des photos arrivèrent de Californie. La maille tendue sur un établi clair, le panneau solaire en film posé comme une peau, un technicien penché sur la capsule avec, sur son badge, un sourire discret. Les jours sur Terre se mirent à compter selon le calendrier de l'atmosphère. La date de lancement approcha, ainsi que cette sensation d'avoir monté un escalier dans la nuit pour découvrir que le palier suivant existe vraiment. Le tir fut au lever du jour. La colonne de feu s'ouvrit dans un ciel très froid, d'un bleu d'assiette. Dans la cuisine, ils retinrent tous leur souffle au moment où l'accélération mord la voix des commentateurs. Puis l'accalmie, la vidéo des petits cubes expulsés comme une poignée de graines. 2 orbites plus tard, l'anneau répondit, impulsion polie, panneau déplié, filet ouvert. La première vis se prit dans la maille, la LED cligna, puis la capsule avala son trophée. On entendit, jusqu'ici, la paix de ce petit clic parfait. Le centre du docteur Morin proposa vite d'augmenter l'échelle. Non pas un seul anneau, mais une petite constellation de 10, larguée par le même porteur et glissant chacun à sa distance de sécurité. Nettoyage coopératif, disait la note. Ellie sentit le plan s'agrandir dans sa tête en fractions de cercle. Sophie dessina des voiles numérotées. Du alpha au kappa, avec des bandes minces de couleur pour que les caméras puissent les distinguer. Claire ouvrit son agenda, révisa les finances, s'assura d'une réserve de farine. On ne lance pas des constellations avec un garde-manger vide, trancha-t-elle.
Les 10 anneaux furent empaquetés, marqués, bénis par une caresse de Vespée, puis glissés dans des caisses antistatiques. Ils partirent par un camion anonyme sous un ciel de pluie. Les jours suivants, 10 pings arrivèrent, puis 10 respirations mécaniques, puis 10 ouvertures, chacune un peu différente et pourtant pareille. Sur la carte du suivi, des points verts s'allumèrent jusqu'à former un collier ouvert autour de la Terre. Ellie resta un long moment immobile à les regarder. Par la fenêtre, la nuit s'enfonçait sur la ville. Sur l'écran, la nuit s'éclaircissait de travail. Une semaine passa, chaque anneau ajouta sa petite moisson. Puis survint l'incident qui les fit battre des cils de trop près. La caméra 3, au lieu de son fond de poussière habituel, accrocha un éclat étrange, une coupole de métal réfléchissant, un morceau qui tournait plus vite que prévu et passa, sur l'image, à moins de 2 longueurs de filet de l'anneau bêta. Le cœur d'Ellie planta un clou dans sa poitrine. L'anneau ne bougea pas de sa consigne, il laissa passer l'objet trop rapide. Sur le chat partagé, Sophie tapa, on n'attrape pas le vent. Plus tard, au téléphone, elle murmura, un sourire au coin des lèvres malgré tout, c'est quand même une vis de moins dans le ciel. Ils installèrent, dans la mansarde, une salle de guerre improvisée avec des cartes, des modèles réduits et un tableau couvert de schémas. Sophie plaida pour une maille plus épaisse et des fusibles en céramique plus sensibles. Ellie se battit pour la masse totale. En raclant gramme après gramme, ils gagnèrent ce qu'il fallait. On grignota de la coque de batterie, on remplaça une vis en acier par une en alu. Ils baptisèrent ces anneaux plus robustes Gamma Plus. 3 jours plus tard, le docteur Morin valida la phase 2B. Un autre vol, un autre délai, une autre série de nuits blanches. Lucie décolla les stickers étoiles de l'ancien calendrier et les recolla sur le nouveau, comme on recycle des promesses. Le printemps fondit en saison d'examen. Entre une page de trigonométrie et une chaos d'anneaux, Ellie apprit à donner à chaque ligne sa part de cerveau. Sophie s'endormait parfois au milieu d'une phrase, verre d'eau à la main, comme si la fatigue avait tiré une prise. Vespée tolérait les voyages à l'envers sur les genoux avec une dignité de duchesse. Claire, pour sauver l'ordre du monde, imposa un nouveau rituel. Toute fin d'après-midi, 15 minutes sans écran, à regarder la lumière changer sur le mur de la cuisine. Ellie protesta. Il finit par reconnaître qu'on pense mieux quand on a vu vraiment une lumière se déplacer. Les caisses de la phase 2B arrivèrent en début d'été, mousse impeccable, étiquette nette, petits sachets de dessicants pressés comme des jokes secs. Ils installèrent un chariot baptisé « Chariot Espace de Luxe » pour glisser l'équipement d'une pièce à l'autre sans arracher un pied au passage. Au milieu de juillet, le pli s'ouvrit dans le placard du couloir. Derrière, rien d'extravagant, seulement un réduit d'entretien dans un centre de contrôle. Balai en coin, pancarte de sécurité et, scotché au mur, un feuillet dactylographié, laissait les lieux plus propres qu'à l'arrivée. Pas de paillettes près des optiques. Ellie décrocha le feuillet et le fixa, avec un morceau de ruban, au-dessus de son écran. Épeler la politesse, c'est parfois la moitié du travail. La seconde constellation partit à l'heure, glissant dans le ciel d'un autre matin. Entre 2 suivis, Sophie et Ellie acceptèrent d'aller parler à l'école. Assemblée de rentrée où l'on expliqua que faire le ménage du ciel n'était pas une métaphore, atelier de science où des mains se levèrent pour demander si les filets pouvaient aussi attraper des météorites, non. Des drones, non plus. Des idées, on l'espère. Une fille de 5e traça un anneau parfait sur son cahier, 3 étoiles autour. Ellie le remarqua et pensa que l'évocation. C'est peut-être seulement une forme d'attention. Gamma Plus captura 183 fragments en 40 jours. 2 anneaux se déchirèrent en périphérie, probablement frappés par des grains rapides. La télémétrie raconta une agonie sans drame, un bruit qui s'étouffe, une ligne qui s'aplatit. Ils gardèrent ces échecs dans le dossier, à égalité avec les réussites. Monsieur Adler encadra la première page de leur cahier de calcul et la posa sur une étagère haute de la salle de sciences. L'encre déjà grise au coin témoigna de la patience de tant de jours. Un dimanche d'automne, Claire invita à la maison du passage Iverson pour ce qu'elle appela un souper pour le ciel. Les tables étaient improvisées avec des tréteaux, les convives apportèrent des salades, des pains, des histoires. Théo venait d'un pas encore un peu trop nerveux. Samira observait, carnet fermé pour une fois. Maxime et Julien installaient les chaises en faisant rire tout le monde sans s'en douter. Madame Vachon apporta une tarte aux pommes qui avait le goût très exact des vendredis d'école. On parla de science et d'autres choses, de football et de grossistes en farine, d'étoiles et de loyers. Ellie observa un moment les 2 maisons qui se superposaient dans les conversations. L'appartement de la rue du Genévrier avec sa cuisine serrée et ses matins à la cannelle, et la maison héritée du passage Iverson avec ses portes qui s'ouvrent sur d'autres temps. Il sentit que, chez soi, n'était pas une adresse unique, mais une superposition de pièces, d'odeurs et de promesses. Quand la nuit fut assez épaisse pour que les lampes dessinent des îlots dans le jardin, Claire apporta un gâteau simple, couvert d'un sucre très fin.
On l'appela « gâteau du ciel net ». On alluma une bougie au centre, pas une de plus. Sophie dit sans lever la voix, à chaque fois que nous allumons cela, quelque part une LED clignote en vert. On souffla, et la journée reprit son souffle avec la flamme. Après minuit, quand les adieux furent faits, la maison retomba doucement dans ses poutres. Élie monta seule jusqu'au grenier pour vérifier une dernière fois les cartons. Le vent froissa la gouttière, un autre son, plus bas, vibra dans le bois. Il s'arrêta. Le pli se préparait peut-être à dire quelque chose, ou peut-être pas. Il poussa la porte du petit réduit qui, d'habitude, n'abritait que des chaises bancales. Ce soir-là, la pièce était devenue une bibliothèque aux étagères sobres, odeur de papier et de graphite. Sur une table, un registre vierge, relié de toile grise, attendait. Au stylo posé à côté pendait une étiquette, livre des remerciements. Élie s'assit et écrivit lentement, sans chercher la belle phrase. Merci pour les bandes d'acier, pour les notes oubliées sur des panneaux, pour les pièces qui se laissent réparer, pour les gens qui arrivent avec des bobines au bon moment, pour les fours échangés contre des brioches, pour les rivaux qui deviennent des voisins. Merci pour le ciel plus léger. Il reposa le stylo, referma doucement le livre et souffla, nous rendrons plus que nous avons pris. Il ne prit rien. Le cadeau de la pièce était l'autorisation d'écrire. De retour dans son lit, il dormit enfin, sans rêve ou avec des rêves tellement calmes qu'il ressemblait à une respiration. En bas, Vespé poursuivit un comète imaginaire jusqu'au bout du couloir. Dans la chambre d'Axe en grave côté, Lucie marmonna des chiffres à moitié inventés. Claire, les mains encore tièdes de four, laissa une fenêtre entr'ouverte pour que le froid ait sa part du monde. Très haut, l'une des petites capsules céramiques que l'équipe avait envoyées traversa l'air et s'illumina une dernière fois avant de s'éteindre pour de bon. Un grain de lumière qui retombait vers le sol avec, à l'intérieur, la preuve humble et précise qu'on pouvait balayer le ciel sans le blesser. Le lendemain, le monde revint avec ses petits devoirs, corbeille à vider, devoirs de géométrie à corriger, farine à tamiser. Mais quelque chose avait changé, une pente infime dans l'air, comme si les jours suivants s'étaient mis d'accord pour glisser vers un point tranquille. L'école demanda une intervention au grand auditorium. La mairie envoya une lettre avec un ruban bleu. Une association d'astronomie proposa de prêter un télescope plus sérieux que celui, rouillé, de la mansarde. Les nouvelles, bonnes ou neutres, affluaient comme des vagues sages. Sophie, un soir, resta seule un instant sur les marches du passage Iverson. La brise soulevait des feuilles de platane, on entendait un tram au loin. Elle se dit tout bas, comme pour s'entendre, ce n'est pas seulement que l'on vole, c'est que l'on revient avec quelque chose en moins, du poids et un peu de peur. Elle se leva, rentra, rejoignit la table où l'on triait déjà les idées pour la suite. Ils parlèrent alors de dispositifs plus petits encore, comme des pièces de vêtements qu'on superposerait, et d'autres plus grands, pour les orbites plus hautes. Le docteur Morin proposa une réunion phase 3. Élie et Sophie préparèrent un dossier où les chiffres avaient la clarté des eaux de l'étang au Nymphéa. Vespé s'étira, bâilla, posa une patte sur le clavier et laissa une ligne de lettres comme un clin d'œil. Lucie colla une nouvelle affiche dans la cuisine, écrite en paillettes bleues. On Wiley Sate. Les constellations sont des promesses qui savent rester à leur place. On apprit la phrase par cœur sans le vouloir. Et, pendant que l'automne s'épaississait, que le vent gagnait en prudence, la maison du passage Iverson resta attentive. Parfois, elle s'ouvrait encore sur une salle d'archives ou sur un couloir gris qui sentait l'ozone. Parfois, elle se taisait. Mais toujours, quand on fermait les yeux, on entendait quelque chose de très ancien et de très patient, qui disait qu'il n'y a pas d'outil plus beau que celui qui disparaît après avoir fait son travail. Alors ils se remettaient à la table, taillaient, pesaient, rayaient, collaient, puis respiraient ensemble au moment où, d'un seul geste, l'anneau redevenait cercle. Et l'idée, une fois de plus, trouvait sa forme. Un soir de pluie, Élie ouvrit son carnet et écrivit « Nous ne faisons pas des pièges, nous ouvrons des mains ». Il posa le stylo, sourit à sa propre phrase trop simple, et ajouta « Le ciel accepte mieux les mains ouvertes ». Puis il ferma le cahier, éteignit la lampe. Au dehors, les constellations étaient invisibles derrière les nuages. Mais il n'eut pas besoin de les voir pour savoir qu'elles étaient là, rangées à leur place, patientes et légères, prêtes à recevoir ce que la terre envoyait sans le vouloir. L'obscurité se fit douce. Les jours à venir se posèrent au bord de la nuit, comme des vols prêts à partir. Et tout continua d'aller vers l'aube.